Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité politico-haïtienne. Mais avant de plonger dans l'analyse de l'actualité politico-haïtienne, il me faut vous faire un bref compte-rendu de ma participation au 9e congrès panafricain qui s'est tenu il y a à peine une dizaine de jours à Lomé, capitale du Togo. À cette conférence ont participé, bon Dieu, près de 2000 intervenants ou représentants non seulement des 52 États africains, mais également les représentants des pays d'afro-descendants. Ici, j'entends le Brésil, j'entends l'Argentine, j'entends le Venezuela, j'entends la Colombie, j'entends Haïti. Et c'était aussi l'occasion pour moi non seulement d'échanger avec des décideurs africains, d'échanger avec des influenceurs noirs, mais également de rencontrer des gens qui abattent un travail extraordinaire. Quel ne fut mon plaisir de rencontrer cette femme sud-africaine qui a exercé de très grandes fonctions en Afrique du Sud. Entre autres, elle a occupé le portefeuille du ministère des Affaires étrangères, le portefeuille du ministère de la Justice. Et si vous voulez tout savoir, c'est même cette femme qui, au nom de l'Afrique du Sud, a déposé une plainte contre Binyamin Netanyahou pour crime contre l'humanité et pour crime de guerre. Et quand on ne rencontre pas quelqu'un et qu'on entend parler de ses œuvres, eh bien, il est facile de s'imaginer qu'on a affaire à quelqu'un qui est pétillant de jeunesse. Non. La dame en question, c'est une dame à mobilité réduite qui se promène grâce à un bâton, mais qui est vive d'esprit, mais d'une vivacité renversante.
Et elle me rappelle que non seulement l'Afrique du Sud a un contentieux particulier contre Israël, n'oublions pas qu'au moment où les Sud-Africains, j'entends les Noirs de l'Afrique du Sud majoritaires, les Noirs de l'ANC, donc le Congrès national africain avec les Nelson Mandela entre autres, tandis que ces gens-là luttaient pour l'égalité, luttaient pour leurs droits civiques, leurs droits citoyens. Eh bien, c'est Israël, nul autre que l'État d'Israël qui armait l'Afrique du Sud. C'est grâce à Israël que l'Afrique du Sud a pu se doter de l'arme atomique. Et lorsque Nelson Mandela est décédé, et que des chefs d'État de partout exprimaient leur sympathie, exprimaient leurs condoléances vis-à-vis du peuple sud-africain, eh bien, c'est encore ce même Binyamin Netanyahou qui est allé d'un pavé dans la mare en disant que cela coûterait trop cher à l'État d'Israël si lui, Premier ministre, devait participer aux obsèques de Nelson Mandela. Et voilà que c'est ce même État d'Israël qui a armé, n'est-ce pas, l'Afrique du Sud pendant la période de l'apartheid. C'est ce même État d'Israël qui a pris fait et cause pour la ségrégation, l'injuste ségrégation, n'est-ce pas, entre noirs majoritaires et blancs. Eh bien, c'est encore ce même État d'Israël de Binyamin Netanyahou qui commet des crimes de guerre, qui commet des crimes contre l'humanité. Et quel ne fut, répétais-je, mon honneur et mon plaisir de rencontrer cette femme noire, sud-africaine, qui a déposé cette accusation, cette plainte contre Benjamin Netanyahou pour crimes contre l'humanité, pour crimes de guerre. Et c'est aussi grâce à elle qu'aujourd'hui, il y a un mandat qui est émis, un mandat d'arrestation qui est émis contre Benjamin Netanyahou. Ma première impression, c'est que, contrairement à ce que pourraient nous laisser croire certains médias, eh bien, le continent africain n'est pas un continent qui se résigne. C'est un continent en pleine lutte. C'est un continent, ma foi, riche de sa jeunesse et une jeunesse qui est déterminée à reprendre son destin en main. Me voilà déjà plongé dans le vif du sujet. Bien sûr que j'aurai à vous parler de ce 9e congrès panafricain qui s'est tenu, n'est-ce pas, à Lomé au Togo ces jours-ci, mais je vais partager avec vous un échange que j'ai eu avec un diplomate, quelqu'un qui compte pas moins de 44 années d'expérience dans la haute diplomatie, qui a travaillé aux Nations Unies, qui a travaillé à l'UNESCO, et avec qui j'ai fait le voyage de Lomé jusqu'à Paris. Donc 6 heures d'échange très, très fructueux, très instructif pour moi. Et lorsque nous devions aborder la question haïtienne, il l'a résumée en une phrase que je vous lance déjà et que nous allons analyser ensemble tout à l'heure. Vous savez, le problème d'Haïti, c'est que on a peur de vous, les Haïtiens, on vous déteste. Voilà. Et on a analysé la question de l'insécurité. Suivez mon regard en Haïti. Sa réponse était on ne peut plus simple. Ce que vous, les Haïtiens, vous appelez l'insécurité, c'est la nouvelle tactique des Américains, des Français et du Canada pour vous maintenir dans l'instabilité, question de vous empêcher d'être un exemple pour les autres peuples noirs. Simple, clair, efficace, mais surtout une phrase qui me donne à penser, une phrase qui me donne à réfléchir. Je vous invite à cette réflexion aujourd'hui, dans cette avant-dernière émission de l'année. Merci d'être à l'écoute, ici Jean-Fils Aimé, content de vous retrouver à cette antenne. On s'arrête ici, vous connaissez le rituel, on ne va pas le perdre, ce beau rituel. Tenez, j'ai été aussi au Bénin, j'ai bu un bon café béninois. Eh bien, offrez-vous un bon café chaud. Bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure, les amis. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole.
Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Eh bien oui, parlons de ce 9e congrès panafricain. Quant à moi, c'est une grande réussite. Bon, réussite au niveau de l'organisation. Chapeau aux diplomates togolais. Hein. Beaucoup d'entre eux nous écoutent. Ils ont fait un rendu professionnel. Chapeau aussi pour la représentativité. Pour la première fois à ce congrès, enfin c'est un congrès dont le premier remonte à plus de 100 ans maintenant. Hein. Eh bien, pour la première fois à ce congrès, il y a eu vraiment une représentativité exhaustive, dis-je, du monde noir. Parce que quand on parle du panafricanisme, le mot même le dit, le fameux pan, le fameux préfixe pan en grec, c'est tout. Donc quand on parle de panafricanisme, eh bien, c'est tous les peuples noirs qui doivent être représentés. Pas seulement les peuples de l'Afrique, bien sûr, qui l'ont été, mais il faut aussi parler des peuples dont les ancêtres viennent de l'Afrique, donc ce qu'on appelle les afro-descendants. Et en vérité, les diplomates togolais ont fait un travail extraordinaire. On a eu une représentativité exhaustive. Et à ce congrès panafricain ont participé, je l'ai dit, n'est-ce pas, les hauts diplomates de ces pays-là, mais également les décideurs de ces pays-là. La Colombie a dépêché nul autre que sa vice-présidente. Le Brésil a dépêché de mémoire, n'est-ce pas, son ministre des Affaires étrangères. Donc, c'était pas quelque chose que les pays africains ou les pays d'afro-descendants ont pris à la légère. On a mis le paquet et au niveau de l'accueil, c'était un accueil très digne d'Afrique. Hein. Nous avons été reçus comme si nous étions chez nous. Et en vérité, je veux rendre hommage, n'est-ce pas, à la mission diplomatique ou au ministère des Affaires étrangères, à la machine diplomatique, pour reprendre, n'est-ce pas, la formule consacrée des Togolais. Bon, alors, le thème cette année, c'était se réunir pour bâtir. Et c'est une bonne chose que de se réunir entre frères. Quant à moi, c'était mon 2e voyage sur le continent mer. La première fois, j'ai été surtout en Afrique du Nord. Mais là, c'était vraiment mon premier voyage en Afrique de l'Ouest. Et ma mission m'a conduit à la fois au Togo, n'est-ce pas, au Bénin et au Ghana. Et l'un des premiers constats que j'ai fait, c'est que je ne me suis même pas rendu compte que j'étais sur un continent étranger. En fait, en atterrissant en Afrique de l'Ouest, tout de suite, je me suis senti chez moi. Et c'est la même impression que nos frères africains ont eue, puisque, à bien des égards, ils pensaient que j'étais l'un d'entre eux. Quand j'étais au Togo, ben, on me prenait pour un Togolais. Et quand je suis allé au Bénin, mes ancêtres étant du Bénin, ben, ils ont cru que j'étais béninois jusqu'à ce que j'ouvre la bouche. Et au Ghana, ben, voilà, si l'on enlève, n'est-ce pas, la langue anglaise, mais j'étais ghanéen. Et cela me conforte dans ma conviction, à savoir, nous sommes un seul et même peuple. Nous vivons dans des contrées, dans des régions différentes, avec des frontières pas toujours naturelles. Les frontières d'aujourd'hui ont été des frontières très superficielles, imposées par
les Blancs malveillants, n'est-ce pas, les Allemands, les Français, les Anglais, pour nous diviser, pour nous entretenir dans une ambiance, n'est-ce pas, fratricide, mais c'est le même peuple. Si bien que, exemple, quand j'ai traversé la frontière, n'est-ce pas, du Togo vers le Bénin, mais vous sentez que c'est le même pays, vous sentez que c'est le même peuple. En sorte que, eh bien, en Afrique, je me suis senti chez moi. L'autre observation que j'ai faite, c'est que c'est un pays, plutôt c'est un continent, ou bien ce sont des pays qui sont loin de se résigner. On est loin de cette mentalité fataliste selon laquelle, mais écoutez, on accepte son sort et que même si c'est un continent extrêmement riche, ces richesses doivent servir à la prospérité des Occidentaux, tandis que nous, Africains, nous devons nous contenter, n'est-ce pas, d'être les damnés de la terre, selon la belle formule de Frantz Fanon, dont c'était d'ailleurs le 100e anniversaire. D'ailleurs, on commémorait les 100 ans de Frantz Fanon. Non, nous avons vu, en tout cas moi, j'ai vu une jeunesse dynamique, une jeunesse extrêmement éveillée, une jeunesse de plus en plus sensible à la nécessité de lutter pour reprendre sa place dans le concert des nations. Et parmi les résolutions, justement, qu'on a prises à ce congrès, c'est que, justement, les instances internationales doivent refléter la place de l'Afrique. Et on a clairement abordé la question de la structure administrative des Nations Unies. On a clairement abordé la question du Conseil de sécurité. C'est un non-sens que le Conseil de sécurité soit formé exclusivement des pays comme des États-Unis, la France, l'Angleterre, la Russie, la Chine, alors que l'Afrique, qui est, si vous voulez, le plus grand continent, dans 25 ans, nous allons avoir, n'est-ce pas, l'une des populations, sinon la population la plus imposante, et puis la structure dirigeante du Conseil de sécurité ne reflète pas le poids démographique, le poids des richesses du continent africain. Et l'une des résolutions qui ont été prises est allée dans ce sens-là, c'est-à-dire il va falloir que les instances internationales, ce qu'on appelle aujourd'hui les institutions du Bretton Woods, les institutions qui ont été inventées à toute fin pratique par les États-Unis d'Amérique pour le bien-être, n'est-ce pas, des nations occidentales, il faudra que ces structures-là reflètent l'importance et le poids démographique de l'Afrique. Sinon, on va tout simplement les boycotter. Quand vous avez un pays, un continent qui représente 52 États et quelque chose dans la structure des Nations Unies, quand vous avez un continent qui représente quelque chose comme 38% du poids démographique des pays représentés aux Nations Unies, il n'est pas normal que l'Afrique soit encore considérée comme un continent mineur. Et déjà, le fait de dire cela, le fait d'en parler publiquement, le fait de prendre des résolutions, et les gens étaient sérieux, faites-moi confiance, tout ceci est de nature à ébranler les colonnes des temples traditionnels. Et faites-moi confiance que la France est aux aguets, les États-Unis sont aux aguets, le Royaume-Uni, n'est-ce pas, est aux aguets. Qu'est-ce qui va se passer à la suite de cela ? Et contrairement à ce que vous pourriez penser, il ne s'agissait pas d'une grande messe où quelques personnes sont allées échanger. Non, nous sommes allés là pour discuter entre nous, noirs et afro-descendants. Nous sommes allés là pour prendre conscience de notre poids démographique, de notre poids politique. Nous sommes allés à ce congrès pour prendre conscience du fait que nous représentons la richesse du monde. Mais qu'est-ce que serait le monde occidental sans les richesses de l'Afrique ? Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses, ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole
sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est un podcast. Donc, nous avons pris conscience de tout cela et nous sommes déterminés à ce que désormais, l'Afrique et les pays d'afro-descendants comptent vraiment. N'oublions pas que nous sommes dans un moment de virage énergétique. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins au niveau de l'histoire. Et normalement, quand on est à la croisée des chemins, historiquement parlant, les pays les plus puissants, entendons les plus armés, entendons les plus aguerris, vont tout faire pour voler les ressources des autres. Ils l'ont fait à la fin du Moyen-Âge, en 1450, l'esclavage, n'est-ce pas, atlantique. Ils l'ont fait en 1885, lors de la fameuse conférence de Berlin, où des pays de blancs se sont réunis pour partager des richesses des peuples noirs, sauf qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire comme ça. Au contraire, c'est nous qui nous réunissons à ce 9e congrès pour dire voici ce que nous représentons démographiquement, voici ce que nous représentons au niveau des ressources, voici ce que nous représentons pour le monde et désormais le monde ne pourra plus faire sans nous. Et si j'ai participé à ce congrès, c'est parce que c'est dans cet esprit-là qu'on l'a fait, ce 9e congrès. Fini le temps des colonies, comme le chante l'autre. Fini le temps de cette minorisation des peuples noirs où nos richesses servaient à faire prospérer les autres pays. Non, nous sommes en train de nous reprendre en main. Quand je dis cela, je ne suis pas du tout inconscient. Je ne suis pas du tout aveugle aux problèmes politiques internes des pays. N'est-ce pas? Je sais que beaucoup de ces gouvernements ne représentent pas l'aspiration légitime des peuples. Je constate cela, mais la sagesse veut que je ne me transforme pas en un expert du Togo après y avoir passé une semaine. C'est l'erreur à ne pas commettre. Il faut encourager les Togolais à se prendre en main. Il faut encourager les Togolais, les Camerounais et les autres, n'est-ce pas, à prendre leur destin en main, à avoir le régime qu'eux-mêmes désirent. Mais il me faut garder cette petite gêne, comme on dit, n'est-ce pas, au Québec, qui est même la sagesse. Je ne peux pas, moi, en 8 jours ou en une dizaine de jours, me transformer en un expert du Ghana, en un expert du Cameroun, en un expert du Bénin. Que les Béninois prennent leur destin en main, que les Togolais prennent leur destin en main. Ce que je dis de ces peuples-là, je le dis pour tous les peuples de l'Afrique, pour tous les peuples d'afro-descendants. C'est nous qui devons choisir nous-mêmes nos dirigeants. Je suis conscient que dans beaucoup de ces pays africains, surtout dans ces pays francophones, la France, n'est-ce pas, ne lâche pas le modèle de la France-Afrique. C'est encore le palais de l'Élysée qui impose ses chefs d'État. Pardon, vous avez dit la Côte d'Ivoire, bien sûr, entre autres. Mais les Ivoiriens sont assez matures, ils sont assez souverains pour casser ce modèle-là. Et moi, ce que je constate en Afrique, c'est un peuple en marche, c'est un peuple en lutte. Évidemment, il ne faut pas être trop pressé quand on mène ces luttes-là, quand on livre ces batailles-là. Pour quelle raison? Parce que nos ennemis ont une longueur d'avance. Ça fait plusieurs siècles qu'ils font ça. Les Français, ça fait plusieurs siècles qu'ils déstabilisent. Les Américains, ça fait plusieurs siècles, n'est-ce pas, qu'ils pillent pour se maintenir comme étant la plus grande puissance militaire, comme étant la plus grande puissance économique. Et nous, notre force, ainsi que notre faiblesse, n'est-ce pas, ont toujours été d'être des peuples hospitaliers. Nous avons, en tant que Maliens, enfin l'Empire du Mali, en tant qu'Égyptiens, en tant qu'Éthiopiens, n'est-ce pas, tous ces grands empires-là, l'Empire du Congo, entre autres, nous avons été hospitaliers, nous avons accueilli des étrangers, des Arabes, des Occidentaux chez nous, nous leur avons ouvert nos centres du savoir, nos centres scientifiques, nous leur avons ouvert, n'est-ce pas, nos centres de transmission de spiritualité. Et ils nous l'ont fait à l'envers.
Ils nous ont payés en monnaie de singe, puisqu'ils ont eu une machine de guerre beaucoup plus rodée, mieux rodée que nous, mais ils ont tué nos aînés, ils ont réduit nos femmes en esclavage et ils ont cassé le fil de la transmission des savoirs auprès de nos enfants, si bien qu'aujourd'hui nous devons quasiment reprendre la route pour dire à nos enfants, pour dire à la nouvelle génération que tout ce dont l'Occident se vante aujourd'hui, je le dis en pesant mes mots, vient de nous. Les savoirs mathématiques, les savoirs spirituels, les savoirs médicaux, tout cela vient de l'Afrique. Parce que nos peuples, nos ancêtres ont été très avancés et leur seule faiblesse a été d'être trop hospitaliers. Et notre hospitalité, n'est-ce pas, nous a valu d'être battus militairement par ces Occidentaux, d'être pillés par eux, hein, c'est des peuples pilleurs. Quand vous dites occidental, vous devez toujours dire pilleurs. Quand vous dites peuples occidentaux, vous devez toujours dire peuples pilleurs, et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ce congrès panafricain a été l'occasion pour nous de nous réunir en tant que frères. Je vous ai parlé de cette femme sud-africaine qui mène cette lutte du point de vue du droit international pour faire arrêter Benjamin Netanyahou pour crime contre l'humanité, pour crime de guerre. Et elle est forte là-dedans. On a vu entre autres, n'est-ce pas, un Afro-Américain, un professeur d'université qui lutte justement pour la restitution, pour la réparation des torts de l'esclavage. C'est plusieurs siècles d'esclavage qu'ont subi nos frères aux États-Unis. Donc, ce frère afro-américain, lui, il mène la lutte en tant que porte-étendard pour la question de la réparation. Et bien sûr, vous me voyez venir, quand on dit réparation, quand on dit restitution, Haïti, une fois de plus, était au cœur de ces débats. Car comme vous le savez, nous sommes en pourparlers avec la France pour que la France nous rende ce qu'elle nous a volé, à savoir la rançon de l'indépendance, 150 millions de francs qui sont évalués aujourd'hui à quelque chose comme 27 ou 28 milliards d'euros. Ce n'est pas une faveur, c'est une dette que l'État français a envers nous. Les années peuvent s'écouler, mais la France va devoir casquer. Et ce qu'il y a de dangereux pour la France, et elle le sait, c'est que dès qu'elle aura rendu à Haïti ces 27 ou 28 milliards d'euros, elle va devoir aussi rendre aux Africains ce qu'elle leur doit. Et en France aujourd'hui, c'est vraiment de la merde, hein? C'est une gestion merdique. Vous avez des politiciens qui se comportent comme des enfants, qui n'arrivent même pas à voter un budget, et qui pourtant, eux, ils sont payés, mais ils n'arrivent pas à voter un budget pour faire fonctionner l'État. Vous imaginez, si la gestion de la France est à ce point chaotique, merdique, foireuse aujourd'hui, imaginez lorsque la France aura rendu à Haïti ce qu'elle lui doit, car ce n'est pas une question de si, elle va devoir nous la rendre, notre rançon. Elle va devoir nous payer, n'est-ce pas, notre argent. Imaginez de quoi l'État français va avoir l'air lorsque l'État français aura rendu à Haïti ce qu'il lui doit et que la France aura payé à tous les pays africains que ce salopard du nom de Charles de Gaulle a rassemblé dans une espèce de France-Afrique pour maintenir la supériorité, n'est-ce pas, de la France sur les États africains. Au nom de cette France-Afrique-là, les ressources des Africains ont été données, n'est-ce pas, à l'État français pour 50 ans, sinon plus, mais données. Quand on dit données, c'est donné, comme dans donner. Au nom de ces contrats secrets que Charles de Gaulle, le salopard, a entré dans la gorge des États africains, les États africains avaient pour obligation d'acheter leurs armes exclusivement entre les mains des Français, et en cas de conflits internationaux, les pays africains devaient prendre position pour la France. Autant dire, c'est la néocolonisation, l'hypercolonisation sans le terme. Et que de se réunir pendant toute une semaine pour discuter entre frères
pour émettre et prendre des résolutions en tant que peuple noir, en tant que peuple africain et d'afro-descendants, pour dire aux Américains, pour dire aux Français, pour dire aux Anglais, pour dire aux Allemands, parce qu'ils étaient tous trempés dans l'esclavage transatlantique, pour leur dire que nous sommes conscients de notre poids démographique, nous sommes conscients de la valeur de nos richesses et nous n'accepterons plus d'être traités en mineurs. Et pour moi, c'était un moment historique parce que j'en ai parlé dans mon livre « Être noir, une fabrication occidentale ». Lorsque, en 1885, les pays occidentaux s'étaient réunis à Berlin, la fameuse conférence de Berlin, c'était pour parler de nous sans nous. Ils parlaient de la manière dont ils allaient découper notre continent. Ils parlaient de la manière dont ils allaient voler nos ressources. Ils parlaient de la manière dont ils allaient abolir l'esclavage, mais nous assujettir autrement. Et que de nous réunir en tant que Noirs, en tant qu'Africains, en tant qu'Afro-descendants, pour parler de nous, mais entre nous, sans ces foutus occidentaux, pour moi, c'était jouissif. Et comme je l'ai dit, ce n'était pas des échanges seulement entre frères, des échanges, n'est-ce pas, si vous voulez, futiles. Non, c'est des échanges fructueux qui ont abouti sur des résolutions qu'on va faire entendre aux Nations Unies, qu'on va faire entendre à l'UNESCO, qu'on va faire entendre, n'est-ce pas, au Conseil des Nations Unies. Et puisqu'on a abordé plusieurs sujets, des sujets transversaux comme la culture, il y avait une commission qui a réfléchi sur la culture et qui demande tant des résolutions que les pays anciennement colonisateurs, comme la France, comme l'Angleterre, les États-Unis aujourd'hui, de rendre à l'Afrique tous ces objets culturels. Imaginez le Louvre, les amis, sans les œuvres de l'Afrique. Imaginez le Louvre, le musée du Louvre, dont la France se targue, sans les œuvres de l'Afrique. Eh bien oui, c'est des œuvres qui nous appartiennent. Lorsque Bonaparte, entre autres, a fait ce qu'on appelle sa fameuse expédition égyptienne, eh bien, Bonaparte y a envoyé des experts, des scientifiques, des pilleurs, des voleurs, et ils sont revenus avec une bonne partie des œuvres culturelles de l'Égypte. Et aujourd'hui, ces œuvres-là se retrouvent dans des musées français. Eh bien, l'une des résolutions que nous avons prises à ce congrès, c'est que ces pays-là doivent nous rendre ce qu'ils nous ont volé. Donc, encore une fois, c'était une grosse affaire. Je félicite les organisateurs, je félicite les participants, je félicite le peuple togolais, je félicite, n'est-ce pas, le ministère des Affaires étrangères du Togo, très belle organisation. Les échanges étaient traduits en plusieurs langues, vous n'aviez qu'à porter un casque et vous choisissiez la langue dans laquelle vous vouliez entendre les échanges. Donc, le Brésilien parlait le portugais, le Colombien parlait l'espagnol, et, n'est-ce pas, l'Afro-Américain parlait l'anglais, et chacun pouvait l'entendre, n'est-ce pas, dans sa langue maternelle ou de fonction, et on répondait aussi dans la langue dans laquelle on était plus à l'aise, et l'autre personne entendait, et l'échange était, pour ainsi dire, fluide. Encore une fois, chapeau, vive le peuple africain, vive les peuples afro-descendants et longue vie au Congrès panafricain. On va observer une pause. Au retour de la dite pause, je vais vous parler d'Haïti et de cet échange que j'ai eu avec ce diplomate de plus de 42 ans de carrière. À tout à l'heure, les amis. Sur le vol de retour qui me ramenait de Lomé jusqu'à Paris,
j'ai eu le bonheur de m'asseoir côte à côte avec un diplomate de carrière. Un homme qui est entré en diplomatie très jeune, il devait avoir la vingtaine et qui aujourd'hui, bon Dieu, est octogénaire. Il est à la retraite, mais il s'intéresse encore aux questions panafricaines et il était l'un des invités. Donc c'est un monsieur d'aujourd'hui 88 ans. Et donc on échangeait pendant 6 heures et pour moi c'était comme retourner sur les bancs de l'école parce que c'est un monsieur qui pouvait parler de la haute diplomatie en théorie comme moi je le fais pour l'avoir étudié, mais qui peut aussi en parler de manière pratique puisque comme je l'ai dit, il a roulé sa bosse dans à peu près toutes les grandes chancelleries du monde. Il a travaillé pour l'UNESCO, il a travaillé pour les Nations Unies. Donc, quand on compte 44 ans de métier, eh bien, on est, pour ainsi dire, rompu à toutes les questions de géopolitique, à toutes les questions, n'est-ce pas, de relations internationales. Évidemment, il sait que je suis haïtien, puisqu'il avait assisté à l'une de mes présentations. Et après les félicitations et les salutations d'usage, on en est venu à parler des choses sérieuses. Et pour moi, parler des choses sérieuses, c'est parler d'Haïti. Bon. Cet homme m'a regardé dans les yeux pour dire, mais vous, le peuple haïtien, votre problème se résume en une seule phrase. On a peur de vous et on vous déteste. Waouh! Quand quelqu'un qui compte 44 ans de métier dans la haute diplomatie vous regarde dans les yeux en sachant que vous êtes haïtien et vous dit sans amertume, au fait, il m'a posé un diagnostic cru, un diagnostic en des termes diptyques. C'est un diptyque qu'il me fait. Il dit, 1, on a peur de vous et 2, on vous déteste. Et là, je l'entends, je l'ai laissé tout le temps pour déployer sa thèse. Il dit, écoutez, vous n'avez pas compris que vous avez changé le monde. Et là, il me reprend des choses que je sais déjà, mais que je partage avec vous. Il dit, écoutez, lorsque en Europe, on a commencé à pratiquer l'esclavage, on n'avait pas du tout en tête d'asservir les Noirs. D'ailleurs, le mot esclave vient du mot slave, donc on assujettissait des peuples européens, les Slaves, et on arrivait à fonctionner comme ça. Donc c'était un esclavage économique, on avait besoin, n'est-ce pas, d'esclaves pour faire tourner notre économie, et les Slaves étaient là, on a pu entrer chez eux, on les a assujettis, et ils étaient devenus nos esclaves, d'où le lien entre Slaves et esclaves. Bon. À partir des années 1450, l'Europe a voulu se rendre ailleurs et des gens riches ont payé des explorateurs, suivez mon regard, des géographes, pour aller voir dans quelle partie du monde on avait de la richesse. Et voilà, il y avait ce continent extrêmement riche qu'on appelle l'Afrique. Dans un premier temps, ce qu'on voulait faire, c'était des échanges avec vous. C'est tout un cours. Mais si vous prenez une carte, l'Afrique est précisément juste en face de l'Amérique, donc on a rapidement réalisé qu'il nous en coûterait beaucoup moins cher d'asservir les populations africaines, de les amener captives, n'est-ce pas, en Amérique et les faire travailler pour nous. Et dès qu'on a décidé que l'esclavage allait être notre mode de croissance économique, on a aussi pris la décision d'en faire une affaire raciale. Il y a eu donc une sainte alliance entre les peuples blancs contre les peuples noirs. Donc, qui dit esclave devait dire noir. Et il me rappelle, avec raison, qu'au début, il n'y avait pas que les Noirs qui travaillaient comme esclaves, n'est-ce pas, à Saint-Domingue. Il y avait aussi des repris de justice en France. Il y avait des gens qui ne payaient pas de mines, des gens qui ne jouissaient pas d'une bonne réputation, qu'on envoyait travailler dans les mines. Mais rapidement, l'esclavage est devenu une affaire raciale. Des Blancs qui
assujettissaient des Noirs. Et c'est ainsi que la doctrine ou l'idéologie raciale va naître. Au début, on constatait des peuples noirs, on constatait des peuples blancs, mais c'était tous des humains, n'est-ce pas? Il n'y avait pas cette affaire de race. Mais dès lors qu'on a décidé que un peuple, en particulier un continent, allait servir de main-d'œuvre corvéable et taillable à merci, il fallait justifier cela. Il fallait le justifier religieusement, être noir une fabrication occidentale, donc l'Église devait donner sa bénédiction, l'Église devait autoriser les peuples occidentaux à réduire en esclavage d'autres humains, et pour cela, l'Église devait légitimer avec quelques versets, c'est parce que les peuples noirs sont maudits, les peuples noirs auraient vu, n'est-ce pas, leurs ancêtres, leurs aïeuls nus, et conséquemment, Dieu les a punis, etc. Il fallait scientifiquement justifier et légitimer pour les populations européennes pourquoi les Européens ont le droit de réduire en esclavage d'autres peuples, d'où la question de la hiérarchie parmi les humains. Vous avez la race blanche. Donc, on a créé la notion de race. Et donc, il fallait hiérarchiser les humains en fonction de la couleur de leur peau. Vous avez les peuples blancs qui sont au sommet de la hiérarchie, au sommet de la pyramide humaine, n'est-ce pas? Donc, ils sont supérieurs. Ils ont donc le droit d'assujettir les autres. Vous avez les peuples jaunes qui sont au beau milieu, les Asiatiques. Et au bas de l'échelle, vous avez les peuples noirs. Dès que l'Église légitimait cela, donc, il fallait que les Noirs acceptent leur sort comme étant venant, comme un truc qui vient de Dieu. Il fallait scientifiquement encourager les Blancs, n'est-ce pas, à maintenir l'esclavage parce qu'ils sont supérieurs, mais il y avait aussi une justification civilisationnelle. C'est ainsi que le mot civilisation, comme vous le savez, va naître. Donc le Blanc avait un devoir de civilisateur. Incidemment, même aujourd'hui encore, dans nos écoles, c'est ainsi que l'État français, c'est ainsi que les Américains, c'est ainsi en tout cas que les Occidentaux se rendent chez nous et se proposent de nous civiliser. Ils nous donnent leur religion, ils nous imposent leur culture, ils nous imposent leur langue, car ils ont un devoir civilisateur vis-à-vis, le mot va prendre naissance là, de ces sauvages. C'est eux qui débarquent chez nous. C'est eux qui nous pillent, c'est eux qui nous agressent, et pourtant les sauvages, c'est nous. Donc ils ont un devoir civilisateur vis-à-vis des peuples noirs, qui sont inférieurs, qui sont maudits, etc. Et là, ce diplomate me dit, vous allez changer, vous avez changé tout ça, vous les Haïtiens. Vous avez montré que les Noirs peuvent diriger une colonie et la rendre prospère. C'est ce que Toussaint Louverture a fait. Je suis biographe de Toussaint Louverture. Lorsque Toussaint Louverture s'est autoproclamé gouverneur général à vie de Saint-Domingue, il n'y avait plus d'esclavage. Il a gouverné, n'est-ce pas, Saint-Domingue, et Saint-Domingue a retrouvé sa postérité, enfin, sa prospérité d'autrefois. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne souligne pas assez et que j'ai dit dans mon livre. L'État français pensait que la prospérité de Saint-Domingue était intimement liée à l'existence de l'esclavage. Et que la seule façon de rendre Saint-Domingue prospère, c'était de maintenir des gens dans l'esclavage. C'est ce que Bonaparte va croire aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va vouloir rétablir l'esclavage et qu'il l'a fait effectivement en Guadeloupe, à la Martinique, pour ne citer que ces exemples-là. Mais vous, les Haïtiens, vous avez réduit cela, n'est-ce pas, à néant. Parce que non seulement vous avez aboli par vous-même l'esclavage, vous l'avez fait dès 1791, mais lorsque Toussaint Louverture est devenu gouverneur général à vie de Saint-Domingue, il a rendu à Saint-Domingue sa prospérité d'antan et il l'a fait sans esclavage. Donc vous êtes en train de nous dire que toute notre idéologie
toute notre pensée scientifique, toute notre machine qu'on a construite sur des siècles pour montrer que le monde ne peut pas être prospère sans esclavage, pour montrer que l'humanité est vraiment, n'est-ce pas, détient vraiment une hiérarchie interne. Les blancs sont supérieurs, les jaunes sont à mi-chemin, tandis que les noirs sont au bas de l'échelle, plus près de l'animalité que de l'humanité. Vous avez détruit tout cela. Vous avez aboli vous-même l'esclavage. Vous avez construit une économie prospère sans esclavage et vous avez battu une armée de Blancs. Avez-vous réalisé cela? Lorsque vous avez battu l'armée de Napoléon, vous n'avez pas seulement battu une armée de Blancs, une armée française, vous avez battu une armée de Blancs. Et ça a provoqué un véritable séisme chez tous les peuples occidentaux qui étaient pour la plupart des peuples esclavagistes. Il y en a qu'on oublie, mais on oublie les Danois, on oublie les Hollandais. Souvent, on parle des Français, on parle, n'est-ce pas, des Anglais avec raison, mais il faut ajouter les Allemands, il faut ajouter les Danois, il faut ajouter les Hollandais. Donc, vous, les Haïtiens, on a peur de vous. On a dit, comment vous avez réussi, vous et vous seuls, à faire ce qu'on ne pensait même pas possible. Vous avez fait l'impossible et donc on a peur de vous. Et vous comprenez pourquoi dans les chancelleries, on va dire « Ah, mais ils n'ont pas fait ça tout seuls, ils l'ont fait grâce au vaudou, ils n'ont pas fait ça tout seuls, ils l'ont fait grâce à la fièvre jaune, ils n'ont pas fait ça tout seuls, ils l'ont fait parce qu'il faisait très chaud, n'est-ce pas, à Saint-Domingue, etc. » On sait bien que tout cela, c'est de la foutaise, mais on a peur de vous. Et puisqu'on a peur de vous, on vous déteste en même temps. Parce que sans vous, on continuerait à montrer que les Blancs sont supérieurs aux Noirs. Sans vous, on continuerait à démontrer que l'intelligence des Blancs est supérieure à l'intelligence des Noirs. Sans vous, on continuerait à dire et à prêcher dans des églises que les Noirs sont maudits par Dieu et qu'ils sont appelés à servir les Blancs. Vous avez changé tout cela. Et vous êtes allé jusqu'à proposer au président américain de racheter la liberté des 3 millions de Noirs qui vivaient dans l'esclavage en Amérique. Vous avez osé écrire, votre Jean-Jacques Dessalines a osé écrire au président américain pour lui demander de racheter la liberté. Mais la liberté, c'était pour nous. Quand on disait libre, c'était même pas pour les femmes blanches, c'était pour les hommes blancs. Quand on parlait de liberté, ce n'était pas pour les jaunes, c'était pour les blancs. Et vous, vous avez fait de la liberté une notion universelle. On a peur de vous. Prenez le temps d'échanger. Je ne connais pas votre fonction, vous. Vous qui vivez dans un pays de blancs. Dès lors, comme haïtien, vous commencez à revendiquer vos droits, vous pouvez voir la peur dans les yeux des Blancs. Peu importe votre profession. Vous êtes infirmière, vous revendiquez vos droits, mais ils ont peur de vous. Vous êtes chauffeur de taxi, chauffeur d'autobus, vous revendiquez vos droits, ils ont peur de vous. Et là, ils vont vous appliquer, cette notion a été inventée aux États-Unis, ils vont vous appliquer la notion du noir et gris. Angry Black. Parce qu'ils ont cette peur viscérale de nous, ils ne savent jamais quand l'haïtien va renverser l'ordre établi. Ils ont peur de vous. Ce n'est pas compliqué, ils ont peur de vous. On se demande encore 200 ans après comment vous avez réussi à faire ça. Votre Toussaint Louverture a battu les Anglais, votre Toussaint Louverture a battu les Espagnols, votre Jean-Jacques Dessalines a battu les Français. Et lorsque les Anglais ont proposé à votre Dessalines un protectorat anglais sur l'île de Saint-Domingue, votre Dessalines a dit non. On n'a pas renoncé à un maître pour en adopter un autre. Mais comment avez-vous fait cela? On a peur de vous.
Vous vous demandez où trouver mes livres. Simple, sur mon site, prioritairement. www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. On a eu à ce point peur de vous que lorsque vous avez battu l'armée française, tous les peuples blancs ont mis de côté leur animosité pour se liguer contre vous. Et il y est allé avec des détails. Au moment où nous avons pris notre indépendance, il y a eu un contentieux, pas pris, au moment où nous avons conquis de haute lutte notre indépendance, au moment où nous l'avons gagné cette indépendance, il y a eu des contentieux entre l'État français et l'État britannique. Pour quelle raison? Vous le savez, il y a eu toujours guerre entre les Anglais et les Français. Et lorsque les États-Unis faisaient leur guerre d'indépendance contre les Anglais, les Français ont aidé les Anglais. Pardon, les Français ont aidé les Américains à conquérir leur indépendance aux dépens des Anglais. Donc, les Anglais avaient un contentieux contre l'État français. Lorsque nous avons proclamé notre indépendance, Bonaparte a écrit aux Anglais qui avaient pourtant un contentieux contre eux pour leur dire, écoutez, maintenant oublions nos contentieux historiques, oublions nos conflits internes, il faut voir la chose en termes raciaux. Nous sommes tous des propriétaires de colonies dont l'économie repose sur l'esclavage. Si nous laissons l'exemple d'Haïti réussir, nous allons finir par perdre toutes nos colonies. Et nous allons assister effectivement à une sainte alliance. Nous allons assister, n'est-ce pas, à la Ligue des pays blancs, la Ligue des pays occidentaux, la Ligue des pays esclavagistes contre Haïti. C'est ainsi que même aux États-Unis, il y aura une loi Toussaint Louverture qui va dire, écoutez, nous ne pouvons pas continuer à faire commerce avec ces négros-là parce que nous avons des négros chez nous. Les Espagnols ont mis de côté leur contentieux contre la France pour isoler Haïti. Et c'est ainsi que donc depuis l'Est, donc depuis ce qu'on appelle aujourd'hui la République dominicaine, les militaires français, les soldats français, les généraux de l'armée française qui se sont repliés dans l'Est ont fait pression sur les colonies espagnoles, Cuba, des colonies danoises ou hollandaises, pour que personne n'accepte de vendre ou d'acheter quoi que ce soit d'Haïti. Pourquoi? Parce qu'on a peur de nous. Savez-vous qu'il suffisait d'être haïtien en ce moment-là? On débarquait sur une île, on débarquait dans une colonie, nommez-les, une colonie hollandaise, une colonie danoise, une colonie anglaise, une colonie espagnole, une colonie française, aucune importance. Il suffisait d'être haïtien pour débarquer dans une île quelconque et automatiquement on était arrêté parce que dès qu'on était haïtien, cela veut dire qu'on était porteur de liberté. Dès qu'on était haïtien, cela veut dire qu'on était là pour lutter contre l'esclavage et le titre d'haïtien suffisait pour être jeté en prison parce qu'on a peur de nous. Et ne pensez pas que c'est une peur qui est disparue et après 200 ans, non. L'atavisme. En sociologie, on va parler d'atavisme. Le blanc ou l'occidental a une peur atavique de l'haïtien. Vous êtes syndicaliste. J'ai au sein de l'équipe quelqu'un qui est très versé dans des tractations syndicales, dans des tractations syndicalistes. Juste l'idée par lui d'être haïtien, c'est quelqu'un qui est né ici, inflige une peur bleue à
pas ses interlocuteurs parce que dès qu'on le voit, on sent que c'est quelqu'un qu'on ne pourra pas casser facilement. On a peur de vous. Vous avez changé l'ordre mondial. Vous avez changé le discours religieux conventionnel. L'Église enseignait que le noir, il était un maudit et à ce titre-là, il était appelé à perpétuité à être l'esclave des Blancs. Vous avez changé ça. Et vous savez que 2 ou 3 ans après l'indépendance haïtienne, les missions chrétiennes se sont réunies quelque part en Jamaïque pour revoir la Bible. Je vous en ai déjà parlé. L'Église catholique, les églises protestantes, les églises réformées se sont réunies à Kingston pour remanier la Bible. Il ne fallait pas que les catéchètes, ceux qui enseignaient le catéchisme, n'est-ce pas, aux Noirs, il ne fallait pas qu'ils aient accès à toute la Bible, il fallait réduire la Bible. Ils ont fait ce qu'on appelle une slave Bible, qu'on retrouve aujourd'hui au musée de la Bible à Washington. Eh bien, cette Bible pour les esclaves a été faite après l'indépendance haïtienne, parce que l'Église avait peur de ce qui venait de se passer. D'abord, on a enlevé les 2 tiers de l'Ancien Testament, donc ce qui suppose que ce n'est pas une parole de Dieu. Si vous pouvez l'enlever, si vous pouvez en enlever ce que vous voulez, remettre ce que vous voulez, c'est que c'est votre parole à vous. Et quant au Nouveau Testament, ils n'ont laissé que 2 tiers. Avec des versets comme esclaves, soyez soumis à vos maîtres, n'est-ce pas, comme au Seigneur, et cela même en leur absence. S'il vous reste un petit peu de jugeote, s'il vous reste un petit peu d'intelligence, vous aurez compris que ceux qui vous ont mis ce verset-là, ils l'ont fait à dessein. Ils l'ont fait à dessein, devrais-je dire, pour vous contrôler, pour vous garder soumis à un bon Dieu blanc, à un Jésus blanc qui fait leur affaire. On a peur de vous parce que vous avez non seulement changé l'ordre du monde, mais vous avez changé l'ordre économique. Désormais, il fallait trouver d'autres voies pour faire prospérer notre économie, car l'esclavage n'allait plus être le moteur de notre économie. Dès lors qu'on a su que vous avez aboli l'esclavage, eh bien, on l'a vu. Les peuples, les uns après les autres, se sont mis aussi à abolir l'esclavage. Les Anglais les premiers, les Français ensuite, les Espagnols vers la toute fin, mais fini l'esclavage grâce aux Haïtiens. On a peur de vous. Mais attention, on n'a pas que peur de vous, on vous déteste aussi. Depuis que vous avez osé braver l'ordre mondial, nous nous sommes passé le mot pour vous mettre des bâtons dans les roues. Il ne faut pas que l'économie haïtienne prospère. Il ne faut pas qu'on reconnaisse votre indépendance. Il ne faut pas qu'on fasse commerce librement avec vous. Ou alors, si on reconnaît votre indépendance, on va vous la faire payer, d'où cette fameuse rançon de la France. Mais votre indépendance, une fois connue, vous n'avez jamais eu toute la latitude pour gérer vos affaires, puisque les Allemands sont entrés dans vos affaires. Les Français vous ont imposé des chefs d'État, les Américains n'en parlons pas. Après avoir déstabilisé votre politique, mais ils sont entrés 19 ans, non sans avoir volé votre or. Et depuis, on s'évertue, on se donne pour mission de déstabiliser votre pays. Et là, je vous donne un exemple. Il dit, écoutez, on a soutenu Duvalier pendant 29 ans, et puis bon, on a compris que le temps était venu pour passer à autre chose, avoir un semblant de démocratie. On a aidé au renversement de Jean-Claude Duvalier. Notre plan, il était clair. On allait vous donner Marc Bazin, un homme que nous avons préparé nous-mêmes, qui fait partie de... C'était son mot, de nos civilisés. Il a travaillé dans nos institutions, c'était Mr. Clean, et puis on pensait que l'affaire était dans le sac.
Marc Bazin recommandait la taïwanisation d'Haïti. Ah oui, parce que Taïwan, c'était le modèle dont on voulait se servir. Le monsieur, il est économiste. Et soudainement, vous nous avez créé un Jean-Bertrand Aristide et vous nous l'avez imposé comme chef d'État. Sacré peuple haïtien. Ça, nous ne l'avons pas vu venir. Nous pensions que c'était réglé, cette affaire de Bazin. Nous avons même créé un épouvantail avec Roger Lafontaine. Nous avons envoyé Roger Lafontaine comme candidat pour vous obliger à vous jeter dans les bras de Marc Bazin, notre homme. Et vous êtes venu avec un Jean-Bertrand Aristide, sacré peuple haïtien. Vous êtes imprévisible. On ne prend plus de chance avec vous, on vous déteste. Et la seule façon de vous empêcher de retrouver votre destin, c'est de vous déstabiliser. Et il me dit, vous savez, quand on prend sa retraite, on peut se permettre de délier la langue. Le monsieur sait qu'on allait peut-être même plus se retrouver. Il dit, écoutez, ce que vous appelez sécurité, c'est la façon, c'est la dernière tactique des Américains, des Français et des Canadiens, car le Canada est dedans, de vous déstabiliser pour que vous ne repreniez jamais votre destin en main. Car imaginez si Haïti fonctionnait bien, nous, qu'est-ce qu'on fait avec ces 52 États africains? Si Haïti fonctionnait bien avec votre histoire de restitution, nous, les Français, qu'est-ce qu'on devient? Il dit alors, là encore, Haïti provoque une sainte alliance entre le Canada, les États-Unis et la France dans la déstabilisation. On va vous inonder d'armes pour que vous n'ayez jamais la paix d'esprit, la tranquillité pour penser développement. Et il me dit avec ce petit sourire en coin, vous savez, on revient pour vous résoudre le problème, mais c'est nous qui l'avons créé. On a peur de vous et on vous déteste. Et puisqu'on vous déteste, on vous crée des problèmes, on vous crée des affaires dans l'affaire pour que vous n'ayez jamais le temps de penser pays. Cela me donne une idée en terminant. On s'arrête ici. C'est pas pour rien que je partage avec vous cet échange que j'ai eu avec ce diplomate. On s'arrête pour une dernière fois. Je vous reviens pour la conclusion. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact
qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Avant la pause, je vous ai bassiné, je vous ai martelé le cerveau avec ce diptyque. On a peur de vous et on vous déteste. Commençons par le deuxième membre du diptyque. On vous déteste. Regardez le comportement de Donald Trump. C'est de l'anti-haïtianisme primaire. Regardez le comportement de Vance. C'est de l'anti-haïtianisme primaire. Remarquez, je ne demande pas à Trump de m'aimer, je m'en fous de l'amour de Trump. Au fait, je l'ai déjà dit dans ma première émission, tout de suite après l'élection de Trump, d'ailleurs que mon technicien a reprise la semaine dernière, Trump n'aime pas les Haïtiens, mais il va finir, sans le vouloir, par faire du bien à Haïti. Et je maintiens le mot, la haine de Trump pour les Haïtiens, son anti-haïtianisme primaire va servir Haïti. C'est toujours comme ça que nos ancêtres, n'est-ce pas, fonctionnent. Hein? Regardez le comportement de Trump. Cette obsession de chasser les Haïtiens d'Haïti, enfin des États-Unis, son obsession de blanchir l'Amérique, non seulement c'est une obsession imbécile, mais c'est une obsession qui ne tient même pas compte de l'économie. Je le rappelle, 13% des médecins afro-descendants, je n'ai pas dit 13% des médecins américains en général, j'ai dit 13% des médecins afro-descendants des États-Unis sont haïtiens. Mais si le mec s'intéressait vraiment à l'économie, il verrait que, écoutez là, mon anti-haïtianisme est anti-économique. Mon anti-haïtianisme, n'est-ce pas, va finir par faire mal à certains secteurs de l'économie américaine, surtout en Floride. Mais il est à ce point obsédé par sa détestation, par sa haine des Haïtiens, qu'il s'en fout du reste. Et donc, j'ai eu la vertu de vous dire qu'il allait littéralement chasser les Haïtiens des États-Unis. Mais sans s'en rendre compte, je dis bien à son corps défendant, à son insu, Trump va finir par être un allié d'Haïti. Savez-vous pourquoi? Lorsque vous aurez déporté des centaines de milliers, peut-être 1 million d'Haïtiens vers Haïti, des Haïtiens qui ont eu le temps de travailler, des Haïtiens qui savent désormais comment fonctionne un État. Ils ne vont plus accepter que les 9 voyous s'enrichissent sans rendre des comptes. Ils vont exiger, ces gens-là, qu'Haïti fonctionne normalement pour qu'ils ne soient plus obligés d'aller vivre, n'est-ce pas, illégalement dans des pays où on nous déteste. Vous vous souvenez de la manière dont, sous Biden, des shérifs américains nous chassaient comme au bon vieux temps, comme si nous étions des animaux, comme si nous étions des bœufs. Ils nous chassaient à la corde. C'était sous Biden, ça. C'était pas sous Trump. Cette haine des Haïtiens, elle est contemporaine. Et donc, la haine qu'on éprouve vis-à-vis de nous explique les politiques migratoires des Américains aujourd'hui. Mais la haine qu'on a d'Haïti explique la politique migratoire du Canada. Le Canada qui vole les cerveaux haïtiens, si bien que 85% des Haïtiens qui finissent leurs études secondaires se retrouvent 5 ans, en moyenne 5 ans plus tard, soit au Canada, soit aux États-Unis. Mais ça aussi, c'est la haine des Haïtiens. On veut leur cerveau, mais on ne veut pas qu'ils restent chez eux pour développer leur pays. Attention, je ne suis pas en train d'avoir une posture victimaire. Les Blancs n'arriveraient pas à nous déstabiliser, ils n'arriveraient pas à nous empêcher de nous développer, n'était la collaboration d'Haïtiens du dedans. Ça, je le reconnais, c'est une vérité de la palisse. Ce que la France a fait sous Boyer, elle n'aurait pas pu le faire sous Dessalines ni sous Christophe. Donc il a fallu, n'est-ce pas, un sous-homme, un sous-fifre comme Boyer pour accepter de payer la rançon de l'indépendance. Mais le fait de dire oui, il y a une responsabilité interne, n'enlève en rien la responsabilité des commanditaires du crime.
L'exécutant du crime ira en prison, mais le commanditaire est le premier coupable, voyons. Donc ce n'est pas une posture victimaire que de dire c'est la haine des Blancs pour nous les Haïtiens, leur peur pour nous les Haïtiens qui explique où nous sommes. Mais quand je dis ça, les Blancs n'entrent pas personnellement pour nous déstabiliser. Ils vont placer des sous-fifres, ils ont placé des sous-hommes qui vont accepter de voler, qui vont accepter d'agresser leur propre peuple pour enrichir les Blancs. Donc c'est ce jeu entre corrupteurs et corrompus, entre commanditaires de la haine et d'exécutants de la haine qui explique où nous en sommes. Alors, je dis ça parce que je lis vos notes, je lis vos commentaires. Je n'ai pas du tout une posture victimaire. Je vous explique tout simplement. Leur haine les porte à inonder notre territoire d'armes qui viennent pour la plupart des États-Unis, depuis un certain temps de la Chine. Et devinez qui est-ce qui commande ces armes qui nous viennent de la Chine? Des équipes qui s'occupent de la sécurité, des 9 membres du CPT qui aujourd'hui n'arrivent plus à faire venir des armes des États-Unis, les font venir de la Chine. Posez-en la question entre autres à Fritz Jean. Il y a des armes qui protègent ces gens-là qui arrivent de la Chine. Et ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont insensibles au fait que ces armes-là vont finir par être utilisées contre leur propre population. On a peur de nous. On sait que nous sommes porteurs de liberté. La liberté s'inscrit dans notre ADN. La verticalité s'inscrit dans notre sang et qu'à un moment donné, nous allons nous soulever. Ce n'est pas une question de est-ce que nous allons nous soulever, c'est une question de temps. Nous allons nous soulever, c'est dans notre ADN. La liberté est en nous. Pas plus que vous ne pouvez rendre un tigre, pas plus que vous ne pouvez rendre un lion, n'est-ce pas, végétarien. L'Haïtien, il aime la liberté, c'est dans son ADN. Il va finir par se soulever pour retrouver sa liberté. Ce n'est qu'une question de temps. Et donc, entre-temps, leur détestation les porte à inonder notre pays d'armes, de drogue. Leur détestation les porte à nous mettre sous tutelle et place à la tête de notre pays des hommes qui sont tout sauf de vrais Haïtiens, des hommes qui travaillent pour leur propre poche et pour la poche de ces colonisateurs plutôt que pour le bien du peuple. Mais le jour viendra où ce peuple se soulèvera et se donnera des leaders qu'il aura lui-même choisis. En ce jour-là, la France nous rendra ses 57 millions. En ce jour-là, les États-Unis auront regretté d'avoir déporté des centaines de milliers d'Haïtiens qui vont véritablement développer leur pays. En ce temps-là, le Canada regrettera d'avoir volé les cerveaux des Haïtiens qui vont retourner chez eux pour développer leur pays. Voilà. C'est ça leur grande surprise. C'est ça leur grande peur. Voilà ce dont ils ont peur. Nous allons le leur faire à l'envers. Les Juifs ont fait cela. Après avoir traîné de par le monde, ils sont rentrés chez eux pour construire leur pays. Après avoir subi la haine et la détestation des Blancs, cette même haine des Blancs va nous ramener chez nous et nous allons développer notre pays et en faire le phare de la liberté. Chers amis, merci d'avoir été à l'écoute. Bonne semaine, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Ne l'oublions pas, on a peur de nous, on nous déteste. Tout ce à quoi nous assistons, c'est le fruit de cette peur. D'ailleurs, le racisme d'aujourd'hui, ce n'est pas un racisme économique, c'est un racisme de peur. Les Blancs ont peur du grand remplacement. Pour ne pas être remplacés, ils veulent nous effacer. C'est ça le racisme d'aujourd'hui. Nous allons nous soulever et nous allons développer notre pays. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Au revoir.